Merci d'être venus nombreux à cette dernière conférence de l'année 2011. Alors, pas d'ambiguïté, on ne s'arrêtera pas en 2012, on continuera les conférences. Je sais qu'il y a quelques questions à ce sujet, mais on continuera. Et donc ce soir, on a comme invité M. Pascal Salin. Donc, je remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et qui exposera pendant 1 heure le sujet de la crise économique et du libéralisme. Alors je vais présenter rapidement votre parcours universitaire. Donc, M. Pascal Salin est un économiste et philosophe français, professeur émérite à Paris 9 Dauphine, et spécialiste de la finance publique dans cette université. Donc vous avez entamé des études de droit à Bordeaux, et après vous avez effectué un cursus universitaire en économie avec en parallèle Sciences Po Paris. Donc vous avez obtenu le diplôme. Vous avez ensuite obtenu le doctorat d'économie et une licence de sociologie pour ensuite obtenir l'agrégation. Donc vous avez commencé votre carrière universitaire comme assistant universitaire à l'âge seulement de 22 ans. Puis vous êtes devenu maître de conférences à Poitiers et à Nantes. Et en 70, vous rejoignez l'université Paris Dauphine 9 comme professeur d'économie. Vous avez depuis travaillé comme consultant, donc notamment au FMI, mais également au gouvernement du Niger, également aussi aux Nations Unies et à la Harvard Institute for Development. Entre 1994 et 1996, vous êtes président de la Société du Mont Pèlerin, donc une formation, une organisation qui entend promouvoir le libéralisme dans le monde, fondée par Frédéric Hayek, l'un des grands penseurs de l'économie autrichienne, que peut-être vous exposerez ce soir. Vous êtes aussi également chevalier de la Légion d'honneur, également chevalier des arts et des lettres, et officier de la Palme académique. Vous avez reçu le prix Renaissance de l'économie en 1986, et donc vous interviendrez ce soir sur le thème du libéralisme et de la crise économique. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir à Strasbourg. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir cette occasion de m'adresser à ce public, nombreux effectivement, que je remercie d'être venu, et pour parler d'un thème qui est évidemment important et d'actualité, qui est le thème de la crise. Je crois que vous avez intitulé cette conférence « La crise et le libéralisme » ou « l'analyse libérale de la crise ». Et je vais peut-être prendre justement ce deuxième intitulé, l'analyse libérale de la crise. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il existe une analyse libérale de la crise? Et je dois avouer que je serais un peu tenté, a priori, de dire pour ma part, non, parce que ce qui est important, c'est l'analyse économique, et si on considère que le libéralisme, c'est une option, disons, philosophique, peut-être cela n'a-t-il rien à voir avec l'analyse économique proprement dite de la crise. Bien souvent, on fait une opposition entre ce qui est normatif et ce qui est positif. Et la science, évidemment, est censée être relevée de ce qui est positif. Malgré cela, je crois qu'il y a effectivement une analyse libérale de la crise, et ceci peut-être pour 2 raisons. Et c'est justifié par conséquent d'évoquer ce thème et de le discuter. Tout d'abord parce qu'en pratique, vous l'avez tous entendu indéfiniment, on nous dit la crise que nous venons de connaître, et que nous continuons à connaître d'ailleurs, est le symptôme de l'instabilité fondamentale du libéralisme ou du capitalisme. Et bien souvent même on dit que c'est le révélateur de l'immoralité du capitalisme. Parce que, dit-on, des capitalistes avides ont pris des risques excessifs afin de maximiser leurs profits. Alors, il convient évidemment de discuter cet aspect des choses, et bien évidemment, ma réponse sera tout à fait différente, vous verrez pourquoi. Et puis alors, je crois qu'il y a une raison plus profonde quand même d'accepter l'idée qu'il y a une analyse libérale de la crise. Je voudrais juste faire un point méthodologique, en particulier parce que je suis devant un public étudiant. Il y a 2 approches méthodologiques fondamentales dans le domaine de la science économique. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'empirisme logique qui a été développé en particulier par Karl Popper et qui inspire, je crois, la plus grande partie des économistes
aussi bien d'ailleurs des économistes, disons, keynésiens que des économistes libéraux comme Friedman. Ça consiste à dire la méthode de la science économique est la même que la méthode des sciences dites exactes, à savoir que l'on fait des hypothèses arbitraires, peu importe que ce soit réaliste ou pas, et on essaye d'en tirer des conséquences. Ce qui est important, c'est que les conséquences soient mesurables. Et il y a souvent d'ailleurs cette assimilation entre le caractère scientifique et le caractère mesurable. Il y a beaucoup d'économistes qui pensent qu'il faut que les choses soient mesurables pour qu'elles puissent avoir un caractère scientifique. Et pour ma part, j'adhère à toute autre approche qui est effectivement celle que privilégient les économistes qu'on appelle autrichiens, ceux qui sont des adeptes de l'école dite autrichienne d'économie, celle qui a été illustrée en particulier par Frédéric Hayek, le fondateur de la Société de Montpellerin, mais avant lui, bien évidemment, par Mises, Karl Menger, etc. Et cette méthode, c'est la méthode de l'apriorisme logique qu'on appelle aussi l'individualisme méthodologique. Et le terme d'individualisme, évidemment, n'est pas donné au hasard. Dans cette approche, on considère que ce qui est important, c'est de partir d'hypothèses qui soient réalistes, c'est-à-dire qu'on analyse le comportement des individus d'une manière qui soit cohérente avec la manière dont les gens se comportent effectivement. Et je pourrais peut-être préciser d'ailleurs que ce qui est important dans ce domaine-là, c'est l'hypothèse de rationalité, à savoir que l'être humain est rationnel, il est capable de déterminer des propres fins et de raisonner de manière à trouver les meilleurs moyens d'obtenir ces fins. Et les conséquences que l'on peut tirer par un raisonnement logique à partir de l'hypothèse initiale ou des hypothèses initiales, eh bien, ces conséquences ne sont pas nécessairement mesurables. Parce que les choses importantes, c'est bien souvent des choses qui relèvent du subjectif et non pas du quantitatif et de l'objectif. Donc, vous voyez, il y a une opposition qui est très nette, ce qui veut dire qu'il y a au départ d'une démarche scientifique une option méthodologique. Et cette option méthodologique, vous pouvez considérer qu'elle est d'ordre normatif, n'est-ce pas? Et bien entendu, elle ne peut pas être démontrée elle-même. Et ceux qui adoptent implicitement ou explicitement ce que j'ai rappelé sous le titre d'empirisme logique, eh bien, ces scientifiques-là prétendent bien souvent à faire une science qui est dépourvue de tout subjectivisme, et je crois que c'est erroné en ce sens qu'au départ, il y a quand même une option méthodologique fondamentale sur la manière de voir le monde, n'est-ce pas? Que, comme le dit la philosophe américaine Ayn Rand, dont on vient de traduire en français son énorme roman qui s'appelle La Grève, elle dit on apprend beaucoup sur la société en analysant le comportement individuel, mais on ne peut pas comprendre le comportement individuel en partant d'une analyse a priori de la société. Donc il y a pas une opposition qui est très claire entre ceux qui ramènent toujours l'analyse au comportement individuel et ceux qui construisent des concepts, que je considère pour ma part souvent comme arbitraires, qui sont des concepts, disons, macroéconomiques globaux a priori. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une approche, nous l'appelons peut-être pas libérale, appelons-la individualiste, des problèmes économiques et sociaux. Et la raison d'ailleurs pour laquelle personnellement je suis libéral, c'est que je crois que le libéralisme, il permet de joindre d'une part un choix normatif, qui est celui de la défense de la liberté individuelle, et d'autre part une approche que je crois scientifique, lorsqu'elle est tout au moins rigoureuse, et qui repose sur l'hypothèse de rationalité que j'évoquais. À partir de l'hypothèse de rationalité individuelle, on peut, je crois, développer l'intégralité de l'analyse économique. Donc, je tenais à rappeler ceci en commençant pour situer mon propos, et ce que je voudrais bien évidemment souligner, c'est que l'analyse de la crise que je vais faire est inspirée par l'individualisme méthodologique. C'est une analyse donc que l'on peut qualifier libérale. Je crois qu'elle est correcte, sinon bien évidemment je ne vous la présenterai pas. Et je suis, permettez-moi d'ajouter ça au passage, je suis surpris d'ailleurs de constater que l'option libérale
est tellement rare en France, tellement décrié, c'est considéré comme obscène d'être libéral, j'ai du mal à le comprendre dans la mesure précisément où il y a à la fois un fondement philosophique normatif fondamental, que je n'aurai pas le temps d'expliciter ce soir, et un fondement scientifique. Alors, je vais vous dire des obscénités ce soir par conséquent, puisque c'est obscène d'être libéral, et je vais vous dire mon point de vue sur la crise, qui est malheureusement en France un point de vue tout à fait minoritaire. Je crois en effet qu'il y a un paradoxe tout à fait étonnant dans la situation que nous vivons, à savoir qu'on nous dit constamment que la crise, comme je le rappelais, est le produit de l'instabilité du capitalisme, de son immoralité, de l'incapacité des marchés à réaliser un équilibre économique, et que par conséquent, il faut que les États interviennent pour réparer ce qui a été ainsi déséquilibré. Je considère ça comme un paradoxe, parce que c'est exactement le contraire de ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'il y a eu des causes uniquement étatiques à la crise, toutes les causes de la crise comme ils sont des crises étatiques, et ce qu'il aurait fallu, bien évidemment, c'est laisser les marchés corriger les erreurs qui ont été faites par les États. Malheureusement, la vision dominante conduit à un renforcement de l'interventionnisme étatique qui risque de nous amener, bien évidemment, dans le futur, à de nouvelles crises, à de nouvelles instabilités. Le thème que je voudrais illustrer ce soir, et je crois le suivant, les causes fondamentales de l'instabilité à notre époque, eh bien, ce sont des causes d'origine étatique. Alors, je voudrais, pour commencer, là encore, parce que je me trouve devant un public étudiant, je voudrais commencer par quelques rappels d'analyse économique, de théorie économique, pour bien situer les choses. En deuxième lieu, je rappellerai quelques faits importants de la crise que nous avons connue, où nous sommes encore. Et bon, je voudrais montrer après que les politiques qui ont été adoptées en réponse à cette crise sont elles-mêmes déstabilisatrices. Je parlerai enfin de la crise de la dette et de l'euro, comme on l'appelle, et puis je terminerai par quelques remarques concernant le futur. Alors, quelques rappels donc d'analyse économique pour commencer. Ce qui m'a beaucoup frappé au cours des années très récentes, c'est que lorsqu'on entendait parler de l'analyse de la crise, dans les journaux par exemple, dans les médias, on opposait essentiellement deux écoles de pensée, les keynésiens et les monétaristes, c'est-à-dire donc l'école qui a été en particulier illustrée par Milton Friedman. Donc un interventionniste, si vous voulez, et un libéral. Et pratiquement de manière unanime, tout le monde disait c'est Keynes qui a gagné. Alors, je ne crois pas du tout que c'est le cas. Je voudrais juste vous rappeler quelques éléments de ce débat. Keynes, en un sens, n'a jamais véritablement précisé les causes possibles d'une crise économique. Et je trouve ça tout à fait grave parce que dans toute discipline scientifique, on ne peut pas trouver de solution, on ne peut pas préconiser des remèdes si on n'a pas analysé les causes. D'une manière assez vague, il s'est contenté de dire qu'il y avait des situations où les investisseurs n'étaient pas incités à investir, c'était un problème psychologique, sociologique, et il y avait par conséquent un excès d'épargne par rapport à l'investissement. Le fameux paradoxe de l'épargne chez Keynes, qui considère que les individus épargnent trop, que l'épargne est oisive, et que par conséquent il faut relancer la machine en incitant les gens à consommer davantage ou en relançant l'investissement, en augmentant la dépense publique, etc. C'est assez étonnant d'ailleurs cette idée qu'il puisse y avoir une épargne oisive, parce que si on y réfléchit bien, considérer qu'une épargne est oisive, c'est considérer que des individus épargnent alors qu'ils ne font rien de leur épargne. C'est contraire à l'hypothèse de rationalité que j'évoquais tout à l'heure. Un individu rationnel, il ne va épargner que s'il espère en tirer un rendement pour le futur, c'est-à-dire s'il peut utiliser son épargne. Une épargne oisive est quelque chose de dénué de sens et qui n'existe pas. Par ailleurs, et vous le savez, pour Keynes, le taux d'intérêt est essentiellement ce qu'on peut appeler le prix de la monnaie. Il permet
de déterminer le choix entre la monnaie et les autres actifs. Et s'il préconise une baisse du taux d'intérêt, c'est parce qu'il considère que la baisse du taux d'intérêt va permettre de relancer l'investissement. Mais ce qui l'intéresse dans l'investissement, ce n'est pas tellement la création de capacités productives, c'est plutôt le fait que l'investissement est, comme on dit, une composante de la demande globale. Et donc la solution à tous les problèmes, pour Keynes, c'est l'augmentation de la demande globale. Ça aussi d'ailleurs, c'est une erreur de raisonnement, parce qu'il n'y a pas de demande sans offre, il n'y a pas d'offre sans demande. La loi de C est quelque chose de fondamental, vous la connaissez, c'est pas, elle consiste à dire que l'offre crée sa propre demande. Et souvent, vous le savez aussi, on oppose l'analyse de la demande et l'analyse de l'offre. Et supply side economics. Pour ma part, je ne suis pas tellement d'accord avec cette distinction, parce qu'il n'y a pas une analyse de la demande et une analyse de l'offre. Il y a, comme je viens de le rappeler, l'offre et la demande. Il n'y a pas d'offre sans demande et de demande sans offre. Ce qu'on a appelé le supply side economics, l'économie de l'offre, c'est en fait une économie des incitations. Elle consiste à dire, pour relancer la machine économique, il faut restaurer les incitations productives des individus, y compris, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, l'incitation à l'épargne. Alors, l'approche de Keynes, c'est une approche globale, vous le savez bien, en termes de quantité globale, l'investissement global, la consommation, etc. C'est une mécanique entre des grandeurs macroéconomiques, parfois définies de manière arbitraire. À cela, donc, on oppose en général l'approche monétariste. Keynes a fait, Friedman a effectivement bien souvent critiqué l'approche keynésienne, et il a essentiellement démontré une chose qui devrait être une évidence, à savoir que l'inflation est un phénomène monétaire. Toute création monétaire se traduit par une augmentation des prix, et si l'augmentation des quantités réelles est moins importante. Et il est donc à l'origine, bien évidemment, de la préconisation qui a été mise en pratique consistant à contrôler la croissance monétaire. Je dois dire que l'approche de Friedman, si elle est tout à fait correcte de ce point de vue-là, elle reste une approche globale. Il se préoccupe du niveau général des prix, il se préoccupe de la quantité de monnaie, du revenu nominal et du revenu réel, etc. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que lorsqu'on fait cette opposition entre les keynésiens et les monétaristes, on oublie qu'il y a une troisième école de pensée, celle qu'on a déjà évoquée, qui est précisément l'école dite autrichienne et l'analyse autrichienne des cycles. C'est la seule théorie, à mes yeux, qui donne une explication correcte, non seulement de la dernière crise, mais de toutes les crises de l'époque moderne. Car les crises de l'époque moderne, ce sont des crises d'origine monétaire. Alors, cette théorie autrichienne des cycles, elle a été développée d'abord par Mises, et puis ensuite par Hayek, et maintenant par un certain nombre de gens, et elle connaît d'ailleurs un renouveau intéressant, en particulier aux États-Unis, même si elle est totalement ignorée en France. La théorie autrichienne du cycle nous dit une chose importante, à savoir que les problèmes ne sont pas essentiellement des problèmes globaux, ce sont des problèmes structurels. Que se passe-t-il en effet? À notre époque, lorsqu'il y a création monétaire, il y a simultanément une création de crédit. Autrement dit encore, le financement de l'investissement peut se faire de trois manières. Il peut se faire par les fonds propres, c'est-à-dire une épargne qui est volontaire et qui constitue des droits de propriété, et ça c'est l'essence même, je crois d'ailleurs, du capitalisme, de l'existence de droits de propriété. Je définis pour ma part le capitalisme comme un système de droits de propriété légitimes. Ça peut être financé par une épargne volontaire, mais qui est sous la forme de créances et non pas de fonds propres. Et puis il y a cette création monétaire avec simultanément une création de crédit qui est purement fictive. Et c'est ça le grand problème. Lorsque le système bancaire crée de la monnaie et distribue du crédit, il fait comme s'il y avait plus d'épargne qu'il n'y en a en réalité dans l'économie. Plus que les gens ne désirent épargner. Autrement dit, les gens désirent un certain partage
de leurs revenus entre consommation et épargne, et on ne respecte pas ce partage désiré, et on fait comme s'il y avait plus d'épargne. Mais ce supplément d'épargne est une pure illusion. Et les illusions, ça ne peut pas durer longtemps. Toujours est-il qu'il se passe ceci. Lorsqu'il y a une création monétaire abondante, il y a simultanément une baisse du taux d'intérêt. Et la baisse du taux d'intérêt modifie de manière vraiment importante le comportement des individus, et en particulier, ce qui est important, le comportement intertemporel, c'est-à-dire le choix entre le présent et le futur. Les Autrichiens nous rappellent, ce qui est correct, que le taux d'intérêt, c'est le prix du temps. Ce n'est pas du tout simplement la variable qui permet de choisir entre monnaie et titre, comme le soulignait Keynes, c'est le prix du temps. Ça, c'est la définition du taux d'intérêt. Et c'est donc un prix fondamental, parce que tous, nous faisons des choix dans le temps. Manipuler un prix est toujours quelque chose de dangereux. On peut le voir par exemple lorsqu'un gouvernement fait une politique de loyer, maintient des loyers trop faibles, eh bien il y a une pénurie tout simplement de logements. Mais manipuler le prix le plus important qui est le taux d'intérêt, ça mène à des catastrophes, c'est ce qu'on a vu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, avant de revenir sur ce qui s'est passé justement dans les années récentes, je voudrais, pour situer un peu les choses, opposer deux modèles. Le modèle de référence et le modèle qui correspond à la situation de notre époque. Ce que j'appelle le modèle de référence, et qui est, si vous voulez, en gros, le modèle du XVIIIe siècle, une grande partie du XIXe siècle, les époques où il y a eu le décollage économique en Europe. Ce modèle de référence, il est caractérisé pour moi par deux choses, à savoir, d'une part, une épargne volontaire et abondante, et d'autre part, une quantité de monnaie stable. Une épargne volontaire et abondante, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, elle peut prendre deux formes, à savoir les fonds propres ou les fonds prêtables, mais elle résulte d'un choix explicite fait par les individus du point de vue de l'étalage de leurs ressources dans le temps. Dans ce cas-là, l'investissement est financé d'une manière qui est cohérente avec la structure désirée par les individus entre biens de consommation et biens d'investissement. En deuxième lieu, nous avons donc une politique monétaire, enfin, une absence de politique monétaire, je devrais dire, et une quantité de monnaie stable. Et qu'est-ce qui se passe dans cette hypothèse? J'aurai l'occasion d'y revenir. Imaginez que vous ayez une seule monnaie dans le monde, pour simplifier, et que la quantité de monnaie soit stable. Et puis vous avez des progrès techniques, parce que c'est une caractéristique aussi des êtres humains d'être capables d'inventer un futur différent du présent, et donc de faire des innovations. Donc vous avez des progrès techniques, et le prix des produits pour lesquels la productivité augmente de plus va diminuer en termes monétaires, puisqu'il n'y a pas de croissance monétaire. Il y a déflation. La déflation a souvent une mauvaise presse, parce qu'on assimile déflation et dépression. Mais une déflation de long terme, c'est au contraire le meilleur des mondes. Une déflation, ça signifie que les prix des biens diminuent dans le temps, pas tous du même montant, bien évidemment, ça dépend justement des progrès de la productivité. Et puisque les prix des biens en termes de monnaie diminuent, ça veut dire que la valeur de la monnaie en termes de biens augmente. Or, la caractéristique de la monnaie, la raison pour laquelle elle est désirée, c'est qu'elle constitue un pouvoir d'achat en attente. Donc si nous avons de la déflation, la valeur réelle de la monnaie augmente dans le temps, et cela rend service aux détenteurs de monnaie. Donc le meilleur des mondes, c'est ce monde où il y a une quantité de monnaie stable. Alors ça m'amène d'ailleurs à une remarque en passant, remarque qui n'est, je crois, jamais faite, mais je crois qu'elle est absolument incontournable. Et je défie qui que ce soit de me montrer que cette proposition est fausse. La proposition est la suivante: il n'est pas nécessaire dans une société quelconque de créer de la monnaie. C'est une activité inutile, et même nuisible, puisque précisément c'est à l'origine de la crise. Il n'est pas nécessaire de créer de la monnaie. Je n'ai pas dit
qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de la monnaie. J'ai simplement dit, à partir du moment où une certaine quantité de monnaie existe, eh bien, il n'est pas nécessaire d'en créer. La quantité de monnaie existante peut satisfaire indéfiniment pour l'éternité les besoins monétaires, tout simplement parce qu'elle prend de la valeur, le prix des biens en termes de monnaie diminue, la valeur de la monnaie augmente. C'est, je crois, une proposition tout à fait importante, et une fois de plus, je défie quiconque de me démontrer que c'est faux. Et comment fait-il, c'est quand même étonnant, n'est-ce pas, comment se fait-il qu'une proposition qui est vraie, il y a peu de choses qui sont vraies, absolument, c'est difficile de dire telle proposition est vraie, mais j'insiste, une proposition qui est vraie, tout au moins dans la logique de l'action humaine, n'est-ce pas? Eh bien, comment se fait-il qu'une proposition qui est vraie comme ça soit totalement ignorée? Tout le monde croit qu'il est nécessaire de créer de la monnaie, d'avoir une banque centrale, etc. Et pourquoi on le croit? Précisément parce que, implicitement, on fait ce raisonnement que la création de monnaie, elle correspond à une création de crédit, que ça permet de financer l'investissement, que ça relance l'activité, etc. Mais, je viens de dire, ceci, c'est de manière tout à fait illusoire. Alors, dans le modèle de référence, donc, nous avons non pas seulement une stabilité des prix, mais même une baisse des prix, et puis nous avons une épargne abondante qui finance l'investissement. Et dans cette hypothèse-là, eh bien, il n'y a pas d'instabilité, il y a bien entendu petite variabilité, mais en particulier le taux d'intérêt ne peut pas connaître de grandes fluctuations. Et on le voit d'ailleurs dans l'histoire économique, au XVIIIe, au XIXe siècle, le taux d'intérêt est resté par exemple entre 2 et 3%, mais il n'a jamais varié comme il le fait à notre époque. Parce qu'il n'y a pas de raison que brutalement le désir d'épargne des individus change ou que la demande d'épargne se modifie à court terme de manière très importante. Le deuxième modèle, le modèle de notre époque, c'est un modèle où il y a le contraire de ce que je viens d'expliquer dans le modèle de référence. Il y a tout d'abord une épargne peu abondante, et je crois pour ma part que la raison fondamentale de cette insuffisance d'épargne, elle est d'origine fiscale. Et c'est pourquoi je pense que la crise, elle est à la jonction non seulement du phénomène monétaire qui a été décrit par les économistes autrichiens, mais aussi du problème réel, si l'on veut, de la création de l'épargne, de l'incitation à épargner. Nous le savons à notre époque, d'ailleurs, dans beaucoup de pays, le taux d'épargne est faible, c'est le cas des États-Unis, on l'évoque souvent, n'est-ce pas? Alors heureusement, il y a quelques pays émergents qui ont un taux d'épargne élevé, qui financent les pays plus développés. La Chine, vous le savez peut-être, a un taux d'épargne de 40%, même plus parfois, depuis 30 ans. Et c'est la raison pour laquelle la Chine a constamment un taux de croissance qui est important. Pourquoi les Chinois ont-ils un taux d'épargne aussi élevé? C'est en grande partie parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle le welfare state, ils sont responsables en un sens. Ils doivent épargner pour leur retraite, pour la maladie, etc. Et la conséquence, c'est qu'ils ont une croissance élevée. Donc une partie de l'épargne chinoise, par exemple, va aux États-Unis, ça se caractérise par un excédent de balance commerciale chinois et un déficit de la balance commerciale américaine. C'est un processus parfaitement équilibré compte tenu des situations. Ça vaudrait peut-être mieux qu'aux États-Unis, on ait un taux d'épargne plus élevé. Alors pourquoi disais-je que la fiscalité est une des causes essentielles de cette situation? Il serait trop long de l'expliquer en détail, mais je crois que les systèmes fiscaux de notre époque sont des systèmes qui punissent l'épargne et qui favorisent le choix du présent. Je voudrais juste donner un exemple, parmi beaucoup qu'on pourrait donner. Je prends l'impôt sur le revenu. Imaginez que vous gagnez 100 une année, et qu'on vous prend 50 par l'impôt sur le revenu. Je simplifie bien sûr le calcul en prenant un taux à 50%. Il vous reste 50. Si vous consommez ces 50 qui vous restent, la matière fiscale disparaît, puisque la consommation est un acte de destruction. Si vous épargnez les 50, et qui vous donnent par exemple 10% de rendement chaque année, vont vous donner 5 l'an prochain, ces 5 vont entrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et vont être taxés à nouveau. Donc il y a une double taxation de l'épargne par rapport à la consommation. Et moi ça m'amuse toujours, ça m'attriste aussi, que l'on considère qu'il faut stimuler la consommation, etc., alors que nous sommes dans un univers où l'épargne est punie et il faudrait plus d'épargne pour permettre la croissance.
Et si j'en avais le temps, je pourrais vous démontrer que la TVA, c'est un impôt sur le revenu et pas du tout un impôt sur la consommation. Donc ça a la même conséquence qu'un impôt sur le revenu. Et en plus, tous les impôts sur le capital, la transmission du capital, etc., on punit l'épargne, en particulier dans un pays comme la France. Donc il ne faut pas s'étonner s'il y a une épargne qui est insuffisante. Alors qu'est-ce qui se passe? Par rapport à cette situation, eh bien, il y a une demande d'épargne pour investissement, et les autorités monétaires qui ont tué l'épargne, elles font semblant de créer de l'épargne par la création monétaire. Je l'ai dit, c'est une épargne qui est totalement factice. C'est toujours le paradoxe de l'étatisme. Il détruit les choses et puis il prétend être le sauveur. Il fait de l'instabilité, il fait des crises, et puis après c'est lui qui prétend nous sauver de la crise. Donc il prétend créer de la monnaie pour faciliter l'investissement et de faire de la croissance, etc. Et alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a faussé les taux d'intérêt, il se passe ceci, c'est que avec des taux d'intérêt très bas, même parfois négatifs, en termes réels, eh bien, il y a une incitation pour les investisseurs à financer n'importe quoi, à faire des investissements qui, en réalité, seraient peu rentables, à prendre trop de risques, etc. C'est exactement ce qui s'est passé. Et une fois de plus, l'école autrichienne, elle met beaucoup l'accent précisément sur les transformations des structures productives et des structures de prix provoquées par cette politique de taux d'intérêt. Donc le problème majeur est un problème de structure et pas un problème de quantité globale. Ce n'est pas un problème de taux d'inflation, c'est le problème des conséquences d'une création monétaire trop importante sur les structures productives. Alors, ces rappels étant faits, je voudrais évoquer ce qui s'est passé dans les années récentes. Il y a une cause majeure de la crise que nous avons connue, c'est la politique monétaire qui a été suivie. Et il en résulte évidemment que c'est tout à fait paradoxal de prétendre que la crise est un symptôme de l'instabilité du capitalisme, parce que je sache, à notre époque, la monnaie, elle n'est pas créée par le marché, elle est un monopole étatique, avec bien sûr des modalités administratives différentes, mais c'est un monopole étatique. La monnaie, elle est contrôlée, elle est créée par l'État. Or, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une instabilité extraordinaire de la politique monétaire au début du XXIe siècle. On le voit par exemple dans le taux d'intérêt à court terme du Federal Reserve System, qui est passé de 6% en 2000 à 1% en 2003, puis qui est remonté par la suite. Et on constate que tout au moins les taux à court terme ou à moyen terme ont suivi ces fluctuations des taux directeurs du Federal Reserve System. Or, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir, le financement par exemple du logement aux États-Unis s'est fait bien souvent par des crédits à court terme renouvelables, ou à moyen terme, de 1, 2 ou 3 ans. Donc nous avons eu une instabilité absolument extraordinaire. Un taux d'intérêt qui en quelques années passe de 6% à 1%, remonte à 4,5%, jamais dans le modèle de référence que j'ai évoqué, qui en fait était un modèle historiquement réaliste, jamais on a pu connaître, ou on ne pourrait connaître, une fluctuation aussi importante des taux d'intérêt. Donc la cause fondamentale de l'instabilité que nous avons connue, c'est celle-là. On a fait croire aux investisseurs, aux acheteurs de logements, etc., qu'on pouvait emprunter pour pas cher et pour longtemps, et donc tout le monde s'est lancé dans des opérations qui normalement n'auraient pas été faites. Je me souviens, il y a quelques années, je parlais avec un banquier qui me disait c'est extraordinaire, il y a une liquidité formidable à travers le monde, on peut financer n'importe quoi à des taux d'intérêt qui sont faibles. Et je lui dis mais c'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Mais si, ça va continuer. Il y a une espèce d'illusion de tout le monde, n'est-ce pas, qui a été créée, bien évidemment, par cette politique monétaire. Alors, sans cette politique monétaire déstabilisante, la crise n'aurait pas eu lieu. Mais il y a eu des facteurs qui ont renforcé cette situation. Je voudrais juste en évoquer 2 ou 3. Il y en a un qui est bien connu, tous les aspects ne sont pas nécessairement connus. C'est la politique du logement aux États-Unis, les fameux subprimes, n'est-ce pas? Parce que, on nous dit, il y a des gens qui ont emprunté en espérant que le prix de leurs actifs allait augmenter, que les taux d'intérêt allaient finalement rester bas, etc. Et puis un jour, les taux d'intérêt sont remontés, parce que les illusions ne peuvent pas durer, et ils ont été dans l'obligation de vendre leur maison,
ce qui est bien évidemment quelque chose qui humainement est pénible à constater. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il y a eu une politique explicite des autorités américaines pour obliger les banques à prêter à de mauvais créanciers, de mauvais débiteurs, excusez-moi, de prêter à de mauvais débiteurs. Et par exemple, on a puni les banques en leur interdisant d'ouvrir des succursales, de développer certains produits, etc., parce que ces banques faisaient de la discrimination. C'est tout à fait étonnant, parce que le métier d'un banquier, c'est de discriminer entre les bons emprunteurs et les mauvais emprunteurs. Or, la mode aux États-Unis était la suivante, il ne faut pas discriminer, il faut que les banques prêtent à tout le monde, même à des emprunteurs qui sont de mauvaise qualité. C'est ce qu'on a appelé le subprime. Et là encore, il n'y a pas de miracle. Si on prête à des gens qui sont incapables de rembourser, eh bien, un jour ou l'autre, on s'en aperçoit. Et donc, les banques se sont trouvées dans des situations difficiles. Un autre élément qui a renforcé la crise, c'est la réglementation. Parce qu'on nous dit là encore, il y a eu une déréglementation importante dans le monde, et ça a été une des causes de la crise. En fait, partout dans le monde, les secteurs financiers restent tout de même un des plus réglementés parmi tous les secteurs d'activité. Et on pourrait démontrer qu'à bien des points de vue, les réglementations ont joué un rôle négatif. Je voudrais peut-être juste évoquer un point parce qu'il me paraît essentiel par rapport aux autres. Vous savez tous, je pense, qu'il est normal de considérer, courant de dire, qu'une banque centrale est nécessaire, non seulement pour créer de la monnaie, mais également pour jouer le rôle qu'on appelle le rôle de prêteur en dernier ressort. Parce que, dit-on, il y a dans le système bancaire, il y a une caractéristique, à savoir qu'il y a des risques systémiques, c'est-à-dire des risques de système. Si une banque fait faillite, ça risque d'entraîner les autres. On n'a jamais bien explicité ça, pour ma part, je ne crois pas du tout à cette idée, mais seulement on a souvent tendance à créer des images à la place des raisonnements. On nous dit actuellement, il faut sauver la Grèce, je reviendrai sur la Grèce tout à l'heure, il faut sauver la Grèce parce qu'il y a des risques de contagion. C'est une image de contagion. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que le boulanger fait faillite que le boucher va faire faillite. La contagion dans le domaine financier, ça n'existe pas. Il y a les gens bien gérés, les gens mal gérés, n'est-ce pas? Mais on a recours à des images de ce genre, on dit il y a des contagions de la faillite, contagion soit pour les banques, soit pour les pays. Ce sont des idées fausses. Analysons-les. Et le rôle précisément de l'activité financière, c'est d'essayer, une fois de plus, de discriminer et d'essayer de repérer les bons risques et les mauvais risques. Donc on nous dit qu'il y a des risques systémiques. Je crois qu'il n'y en a pas plus dans le domaine financier que dans les autres. Si une entreprise fait faillite, eh bien, tous ses créanciers en supportent des conséquences. Il n'y a pas forcément des faillites en chaîne. Et donc, on nous dit pour éviter le risque systémique, il faut qu'il y ait un prêteur en dernier ressort qui sauve les banques de la faillite. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque le prêteur en dernier ressort existe? Eh bien, c'est une incitation à prendre trop de risques. Parce qu'on donne ce signal aux banques, on leur dit si vous prenez trop de risques et que vous risquez de faire faillite, on sera là pour vous empêcher de faire faillite. Alors c'est tout à fait intéressant, on va mutualiser le coût du risque et les profits vont rester individuels dans les banques. C'est exactement ce qui se passe. Je me souviens là aussi qu'un banquier américain dans les années 80 m'avait dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point le Fed, le Federal Reserve System, nous dit prêter aux pays d'Amérique latine pour financer n'importe quoi, si vous avez des difficultés, on sera là pour vous sauver. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc on crée cette idée chez les banquiers que on peut prendre des risques importants parce que il y aura le prêteur en dernier ressort. Et vous voyez, là encore, il y a un paradoxe. Parce que la conséquence de cela, c'est que précisément, ça crée un risque systémique. On incite les banques à prendre trop de risques et finalement, il y a justement un certain nombre de banques qui sont dans une situation difficile. Il y a une crise de système. Alors, il y a un dernier point que je voudrais évoquer à propos de la crise récente, avant d'en venir aux politiques économiques qui ont été adoptées et donc me rapprocher de la situation actuelle. C'est un problème qui est rarement souligné. Je vous le rappelais tout à l'heure, on nous dit continuellement
des capitalistes à vie, donc qui prennent de risques pour maximiser leurs profits. C'est la preuve même que le capitalisme est déstabilisateur. Et en l'occurrence, on fait, je crois, une certaine erreur d'appréciation. Car il y a un problème fondamental qui est un problème de gouvernance. Et là encore, je voudrais faire une comparaison avec les systèmes qui existaient autrefois, ce qui se passait peut-être dans mon système de référence. Au XVIIIe, au XIXe siècle, il y avait un grand nombre de petites banques, et chaque banque était possédée par un capitaliste ou un petit nombre de capitalistes. Des gens qui mettaient leurs fonds propres dans la banque. Et comme ils étaient propriétaires de la banque, ils avaient envie d'une chose, éviter la faillite. Et pour éviter la faillite, bien évidemment, ils étaient incités à ne pas prendre trop de risques. La discipline de la faillite est une discipline fondamentale parce que c'est la discipline de la responsabilité. Quand on est propriétaire, on est responsable. Je crois que tous les problèmes de notre époque viennent du fait qu'il y a une dilution ou disparition de la responsabilité. Quand on vous parle d'un problème quelconque, cherchez où est l'irresponsabilité. Elle est à l'origine de tous les maux. Et bien évidemment, c'est particulièrement vrai lorsque quelque chose est fait par un État, parce que les hommes de l'État, il faut toujours revenir au comportement individuel, ils ne sont pas responsables en ce sens qu'ils ne supportent pas eux-mêmes les conséquences de ce qu'ils font. Donc un banquier du XVIIIe et du XIXe siècle, il évitait de prendre trop de risques pour ne pas tomber en faillite. Il était un vrai capitaliste. Qu'est-ce qui se passe à notre époque? À notre époque, on a un petit nombre de très grandes banques, essentiellement. Des très grandes banques dont les actionnaires sont extrêmement nombreux et chacun petit. Et je crois pour ma part que c'est une des conséquences du fait qu'on est dans un monde où il y a insuffisamment de fonds propres. Et pourquoi? Pour des raisons qui tiennent à la fiscalité, là encore, l'impôt sur les sociétés, etc., sont des impôts qui tuent le désir de propriété, parce qu'au fond, quand on a des taux d'imposition très forts, eh bien, on dit aux propriétaires d'entreprises, on leur dit, agissez, si vous faites de mauvaises affaires, vous faites faillite, vous êtes responsable, mais si vous faites de bonnes affaires, eh bien l'État vous piquera la plus grande partie de la valeur que vous aurez produite. Donc l'incitation à être propriétaire, à avoir des fonds propres, elle est faible. Et quand on a des fonds propres, bien souvent, on fait ce qu'on appelle du leverage, c'est-à-dire qu'on va emprunter beaucoup pour essayer de maximiser le rendement avant et après impôt des fonds propres limités que l'on a. Et par ailleurs, on répartit ces risques parce qu'on sait que les fonds propres sont peu importants, par exemple dans les banques, et que par conséquent, il vaut mieux répartir entre beaucoup d'entreprises. Donc on est dans cette situation où il n'y a pas de véritable propriétaire des banques. Et ceux qui prennent les décisions, ce sont en fait des managers, des directeurs de banques, des directeurs de sections, de filiales, de départements. Or, un manager, c'est un salarié, ce n'est pas un capitaliste. Il ne faut pas mélanger les deux choses. On l'appelle banquier, mais il faut distinguer. Il y a le banquier manager et puis le banquier capitaliste. Le manager, il est salarié. Et un salarié, il a intérêt à maximiser son revenu à court terme parce qu'il n'a pas engagé son capital dans la banque. Et donc, il est incité effectivement à prendre trop de risques en se disant, bon, si ma banque a failli, bien sûr, je serais un peu embêté, mais je pourrais trouver un emploi ailleurs. Alors que le capitaliste qui fait faillite, eh bien, il perd tout ce qu'il a mis dans la banque, il n'a plus de patrimoine, il ne peut plus exercer son métier. Donc, je crois que l'une des raisons, justement, de la crise, elle tient au fait qu'on est dans une situation de pseudo-capitalisme. Je suis d'accord qu'il y a eu des risques excessifs qui ont été pris, n'est-ce pas? J'en suis bien d'accord. Mais n'accusons pas le capitalisme, accusons le pseudo-capitalisme. Accusons l'insuffisance de capitalisme. Je me permettrai peut-être aussi d'ajouter une remarque en ce point, c'est que, bien évidemment, il y a aussi un problème intellectuel. Quand les gens font des erreurs, il y a toujours deux explications possibles. Il y a l'intérêt ou l'ignorance. Alors l'intérêt, je viens de l'expliciter, l'intérêt du court terme pour des managers, et l'ignorance,
elle est généralisée. Je crois que si les gens connaissaient mieux la théorie autrichienne des cycles, peut-être qu'ils réagiraient autrement. Des banquiers qui auraient été éduqués dans ce domaine-là, ils auraient compris qu'on était dans un monde factice, dans un monde d'illusions, de taux d'intérêt excessivement bas qui ne pouvaient pas durer, et ils auraient peut-être été plus prudents. Donc, comme quoi les idées ont des conséquences. Donc, voilà les différentes causes que je vois à la crise financière que nous avons connue. Vous le voyez bien, toutes ces causes, elles sont d'origine étatique. Il y a la cause essentielle sans laquelle rien ne serait passé, qui est l'instabilité de la politique monétaire, et puis les autres causes, qui sont aussi des causes tenant à l'interventionnisme étatique, y compris ce que j'ai dit sur la gouvernance, puisque je crois que ce sont les politiques fiscales, mais aussi réglementaires, etc., qui peu à peu ont tué le capitalisme. Et c'est la raison pour laquelle je considère comme tout à fait étonnante la situation où nous sommes, où on nous dit constamment que le capitalisme a voté et qu'il faut par conséquent que les États viennent au secours des économies. Alors j'en viens précisément aux réponses qui ont été données à la crise. La meilleure réponse aurait été de ne rien faire, puisque les États avaient déstabilisé les économies et que malheureusement on ne peut pas refaire le passé. Il aurait fallu attendre tout simplement que les marchés fassent les ajustements nécessaires. Et je le rappelle, le problème majeur, c'était un problème de distorsion structurelle. On s'est mis à produire trop de logements, trop de véhicules automobiles, trop de biens de production, etc. Nous ne savons pas exactement, bien sûr, dans quelle mesure les structures productives ont été modifiées et quelles devraient être les structures productives correspondant à une situation d'équilibre. Le marché sait ce que nous ne savons pas. Donc il aurait fallu laisser les marchés faire l'ajustement, faire la régulation. Permettez-moi à ce point justement d'attirer votre attention sur une question de terminologie. Il faut toujours faire très attention aux mots qu'on utilise. On nous dit constamment qu'il faut que les États fassent la régulation. On fait de la régulation, de la dérégulation. On confond deux choses, on confond régulation et réglementation. Parce que peut-être en anglais, vous savez que regulation veut dire réglementation. Alors on traduit comme ça, mais la régulation, elle, à mes yeux, elle est faite au mieux par les marchés. Je n'ai pas dit qu'elle était faite de manière parfaite. La perfection n'existe pas, parce que les êtres humains ne sont pas parfaits, ils n'ont pas la connaissance parfaite, etc. On parle de marché, là aussi c'est une abstraction. Je préférerais qu'on parle des individus qui agissent sur le marché. Eh bien, les individus qui agissent sur le marché, ils n'ont pas une connaissance parfaite, mais ils sont continuellement en train de s'ajuster, de s'auto-réguler par rapport aux signaux qui leur viennent des marchés, c'est-à-dire des autres individus avec lesquels ils sont en relation d'échange. Donc ne confondons surtout pas régulation et réglementation. La réglementation, à mes yeux, détruit la régulation, celle qui serait faite par les marchés. Alors, bien évidemment, cette réponse qui aurait été souhaitable, ne rien faire, elle est peu acceptable pour des gouvernements et des opinions qui sont habitués à recourir à l'État. Mais que fait donc l'État? Il faut qu'il nous sorte de la crise économique. Et donc, les gouvernements ont trouvé là une occasion extraordinaire d'agir. Je crois vraiment que les gouvernants, je devrais dire les gouvernants plutôt que les gouvernements, le gouvernement c'est encore une abstraction. Les gouvernants, ils adorent les crises. Peut-être que certains comprennent même très bien ce qui se passe et qu'ils en créent. Parce que quand il y a une crise, ils peuvent apparaître comme des sauveurs, c'est formidable. Ils sont tout le temps à déclarer, faire des déclarations à la télévision, ils font des réunions internationales, ça va sauver le monde, etc. C'est merveilleux pour un gouvernement, une crise économique. Et alors, l'opinion le croit, l'opinion attend qu'ils agissent, et malheureusement, ils agissent. Pas tous, il y en a toujours plus ça que d'autres. Alors, comment ils ont répondu? Comment ils ont répondu à la crise? Eh bien, vous le savez bien, de multiples manières. Il y a évidemment, d'abord, la politique budgétaire, la dépense publique, le réflexe keynésien. Keynes a dit, sans le prouver, à partir d'un tas d'erreurs de raisonnement, il a dit, s'il y a des difficultés économiques, il faut augmenter les dépenses publiques, c'est un élément de la dépense, de la demande globale. Donc c'est merveilleux ça pour les gouvernements, parce qu'ils aiment toujours distribuer de l'argent, on leur en est reconnaissant,
et puis on emprunte, et après moi le déluge. Malheureusement, il n'y a pas de miracle. Comment financer une augmentation des dépenses publiques? Ça peut être par l'emprunt, mais si on emprunte, c'est autant de ressources qui ne sont plus disponibles pour l'investissement. Et c'était particulièrement grave, et ça reste particulièrement grave actuellement, alors que précisément, nous nous retrouvons avec une situation où les gens ont dû se désendetter, où ils ont plus de mal à se financer, et une partie importante de l'épargne disponible, elle va pour financer des dépenses publiques souvent peu utiles. Le cas français est pour ça extraordinaire. Il y a un président de la République, je crois que vous en connaissez le nom, qui a décidé un jour, qui a déclaré un jour, on va faire un grand emprunt pour sortir de la crise. Et puis après, il a réuni ses ministres, un comité qui a été nommé pour ça, etc. En disant, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? C'est extraordinaire comme débat. Imaginez un entrepreneur qui dise, j'emprunte de l'argent à la banque. Puis après, il réunit ses collaborateurs, il dit, ah, j'ai emprunté, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Il faudrait qu'il est irrationnel. Et probablement, il ferait faillite assez vite. Mais parce que la faillite, ça existe dans le monde capitaliste. Alors que la faillite d'un gouvernement, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de propriétaire du gouvernement. Nous sommes quand même dans un monde tout à fait surprenant où il y a des modes de raisonnement complètement inverses selon que c'est la décision publique ou la décision privée. Or, j'ai la faiblesse de croire que la décision privée, eh bien, elle est la seule valable parce que l'individu est rationnel, mon hypothèse de départ. Et une fois de plus, je suis stupéfait que les gens fassent aveuglément confiance à des gens parce qu'ils sont dans une position d'irresponsabilité. C'est quand même tout à fait surprenant. Une fois de plus, je ne comprends pas pourquoi tout le monde en France n'est pas libéral. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, donc, la dépense publique, elle est faite comme ça, quelle que soit la dépense, c'est qu'elle suit même à midi. Pour ranimer l'économie, il suffit de creuser des trous qui ne servent à rien, mais ça crée de la demande. Bon, c'est une absurdité logique. Donc on finance par l'emprunt, mais l'emprunt il faudra le rembourser, nous voyons bien maintenant, et on le rembourse par l'impôt, ou bien alors on finance cette dépense publique par l'impôt, et c'est autant de pouvoir d'achat de moins disponible pour l'individu, on augmente la demande publique, on diminue simultanément la demande privée. Donc les politiques de relance budgétaire sont des politiques complètement absurdes, qui conduisent au gaspillage, alors qu'il faudrait justement, dans une situation de crise, bien utiliser les ressources, et qu'il faudrait permettre un retour vers les structures productives, les structures de prix, qui correspondent aux désirs véritables des individus. Mais quand l'État tout d'un coup se met à dépenser 50 milliards de plus sous prétexte de relancer l'économie, eh bien ces 50 milliards, ils vont être utilisés à demander des biens qui ne sont pas nécessairement ceux qui normalement seraient désirés. Donc il y a là une incohérence extraordinaire, et ce que nous voyons maintenant, c'est qu'après l'instabilité d'origine monétaire créée par les États, parce que tout à l'heure je parlais du Fédéral Reserve System, mais toutes les banques centrales du monde ont fait la même chose à peu près au début du XXe siècle, n'est-ce pas? Il y a eu un effet d'imitation dans l'erreur qui est tout à fait étonnant. Donc, après l'instabilité créée par des politiques monétaires, on a maintenant une instabilité créée par des politiques budgétaires et par la dette. Ce qui illustre une fois de plus le propos que je faisais tout à l'heure, sur laquelle les sources de l'instabilité à notre époque sont d'origine étatique. Deuxième réponse qui a été donnée à la crise, politique monétaire expansionniste. Erreur majeure, je n'ai pas besoin de développer cette idée, puisque nous savons que la crise vient d'un excès de création monétaire, on recommence les erreurs du passé, avec le risque d'une nouvelle crise dans le futur. Autre réponse donnée à la crise, la réglementation. Alors, je suis bien d'accord, je vais peut-être juste prendre un exemple de ce point de vue-là. Je suis bien d'accord que dans certains cas, il y a des pratiques qui peuvent conduire à prendre trop de risques. Et je voudrais prendre l'exemple des bonus, parce qu'on en a beaucoup discuté, n'est-ce pas? Et on a dit qu'il faut réglementer les bonus pour éviter que les banquiers prennent trop de risques afin d'obtenir un bonus élevé dans le court terme. Alors, je suis bien d'accord que l'existence des bonus peut inciter à prendre trop de risques dans le court terme. Mais pourquoi ils existent? Il faut toujours se poser cette question. S'ils existent, c'est parce qu'ils ont un côté positif, à savoir qu'ils incitent
les gens concernés, ceux qui prennent des décisions, à prendre les bonnes décisions, puisqu'ils vont en tirer un profit. Ils ne sont pas capitalistes, donc ils ne vont pas tirer profit en tant que propriétaires, sous forme de dividendes, donc on leur donne quelque chose qui est un peu différent, et qui est le bonus. Et nous avons là quelque chose que l'on trouve partout dans la vie, n'est-ce pas, que nous connaissons tous à titre personnel. Toute action peut avoir des effets négatifs et des effets positifs. Le problème, c'est de trouver l'optimum. Nous sommes tous à la recherche continuellement, tous les jours, de l'optimum, en essayant de peser le pour et le contre. Alors, la meilleure solution, c'est évidemment que ceux qui sont responsables décident de leur politique de bonus. Si nous avions évidemment des vrais banquiers capitalistes, eh bien, ils feraient des essais. Une fois de plus, le marché n'est pas parfait, les banquiers ne sont pas parfaits, et un banquier peut-être fait une erreur en ayant une politique de bonus trop généreuse, par exemple. Mais ce qui est important, lorsqu'on fait confiance au marché, c'est pas qu'il évite les erreurs, mais c'est qu'il apprend des erreurs. Les gens sont capables d'apprendre de leurs erreurs. Et si nous avons un univers où on fait confiance à la régulation par les marchés, c'est-à-dire par les individus, eh bien, nous aurons toute une série d'expériences, d'essais et d'erreurs, et peu à peu, on peut le penser, nous aurons une meilleure appréciation des bonnes politiques de bonus. Par contre, si le législateur intervient, eh bien, il prétend savoir, je ne sais pas par quel miracle, dans quelles universités extraordinaires il est allé pour être aussi doué, il prétend qu'il connaît la politique de bonus optimale. Et il la décide pour tout le monde. Et une fois qu'il l'a décidé, il n'y a plus d'expérience possible. Ce qui est important dans la vie, c'est la possibilité d'expérimenter et d'avoir des expériences variées. À partir du moment où il y a une réglementation, il n'y a plus d'expérimentation. Donc on ne sait pas si on a trop réglementé ou pas assez, si on a pris la bonne politique. Donc vous voyez pourquoi il y a une raison fondamentale d'être hostile à la réglementation, et il faut craindre beaucoup des réactions qui sont celles des gouvernements à la suite de la crise. Alors, en outre, on nous dit il faut la coopération internationale. Et donc les gouvernants se réunissent pour décider d'une réglementation uniforme, de politique de dépenses publiques uniforme, soit à l'échelon européen, soit à l'échelon du monde. C'est le G20, c'est l'Union européenne, etc. Et là encore, il y a une erreur majeure. Si une politique est mauvaise, elle n'est pas meilleure par le fait qu'elle est adoptée par beaucoup de gens. Elle est bien pire, au contraire. On fait une erreur fondamentale à notre époque, parce qu'on nous dit constamment, nous sommes dans un univers où il y a mondialisation. Et s'il y a mondialisation, il faut harmoniser les politiques économiques. C'est une très grave erreur, parce que la mondialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire la concurrence à l'échelle du monde. Et la concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire une situation où chacun essaie de faire mieux que les autres. Le grand mérite de la concurrence, c'est qu'elle incite les gens à se diversifier. Donc, dans un monde mondialisé, il ne faut surtout pas homogénéiser les politiques économiques. Il faut, là encore, de la concurrence. La concurrence, elle est toujours bonne, et elle doit être bonne aussi pour les politiques économiques. Et donc, au lieu d'avoir des politiques harmonisées au niveau européen ou au niveau mondial par le G20, eh bien, il serait beaucoup mieux que chacun décide pour lui-même, si possible de ne pas faire de politique, vous m'avez bien compris. Mais sinon, en fait, que chacun décide et puis qu'on voit bien les résultats. D'ailleurs, il y a déjà un résultat que je trouve tout à fait étonnant. Tous les pays du monde, pratiquement, se sont lancés dans des politiques dites de relance budgétaire. Vous voyez le résultat? Il n'y a pas de relance économique. Alors, je trouve qu'on devrait solennellement enterrer Keynes pour toujours. Pour toujours. Mais malgré tout, les gens continuent à être keynésiens. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. J'avais écrit un article il y a peut-être 30 ans de ça ou plus, qui s'appelait Oublions Keynes. Je suis de plus en plus convaincu que c'est vrai. Mais il y a là encore un paradoxe. Comment se fait-il qu'il y a tel écart entre ceux que l'on voit et ceux que l'on continue à croire? Alors, ceci m'amène à... Il faudrait que j'en termine, j'étais un petit peu long, mais ceci m'amène à la période plus actuelle, qui est la crise de la dette et la crise de l'euro. Alors, la crise de la dette,
c'est, je crois, quelque chose de tout à fait clair, c'est le résultat des politiques keynésiennes qui ont été adoptées. Et ça a des conséquences graves, puisque d'une part, ça assèche le marché financier, et que d'autre part, cela crée une instabilité parce qu'on ne sait pas comment les gouvernements vont réagir, comment les taux d'intérêt vont varier, etc. Et je voudrais juste prendre, parce que c'est l'exemple qui est le plus immédiat pour nous tous, je voudrais prendre l'exemple justement de la Grèce. Alors on nous dit, il y a une crise de la Grèce. Ce n'est pas une crise de la Grèce, c'est une crise du gouvernement grec. Le gouvernement grec s'est lancé dans des politiques de dépenses complètement folles, complètement démagogiques, en s'endettant. Et là encore, nous avons quelque chose d'un peu semblable à ce que je décrivais à propos du prêteur en dernier ressort. Souvenez-vous, quand on a, enfin, peut-être que vous étiez trop jeune pour ça, mais quand on a créé l'euro, on a dit qu'il faut que les politiques budgétaires soient raisonnables parce que les pays qui sont dans l'euro vont être solidaires. Et il y avait d'une part des gens qui se prétendent européens, à mes yeux à tort, et qui souhaiteraient une centralisation et un gouvernement européen, et ils pensaient que la monnaie unique, ça serait le moyen d'amorcer un chemin, une route vers un gouvernement unique. Les nationalistes étaient opposés à cette idée, mais tous partageaient le même sentiment, à savoir que la monnaie était un problème relevant de la souveraineté étatique et que le problème monétaire était lié aux autres problèmes, par exemple au problème budgétaire. Pour ma part, je considère que ce sont deux problèmes complètement séparés. Nous pouvons avoir des pays qui participent à une même zone monétaire en étant totalement différents du point de vue économique, en ayant des politiques budgétaires totalement différentes. Nous avons d'ailleurs un exemple qu'on cite rarement, qui est celui de la zone franc, n'est-ce pas? Il n'y avait pas grand-chose de commun entre la France et les pays africains de la zone franc, qui sont maintenant dans une zone qu'on devrait appeler la zone euro. Et malgré tout, c'est une zone qui tient. Je ne veux pas dire pour autant que je suis favorable à ce type d'unification monétaire. J'étais réticent à l'égard de l'euro, non pas pour les raisons soulevées par les souverainistes, mais parce que je considérais que c'était un problème un peu mineur par rapport à d'autres problèmes beaucoup plus importants, qui étaient par exemple la baisse des impôts. Et qu'on s'est trop focalisé, on nous disait, n'est-ce pas, grâce à l'euro, on aura une stabilité économique en Europe, on aura 1% de point de croissance en plus, des choses complètement imaginaires. On a bien vu ce qu'il en était, n'est-ce pas? Le résultat est exactement le contraire de ce qu'on a vu. Je ne dis pas que c'est la faute de l'euro, c'est la faute des politiques qui ont été menées. Donc nous avons une politique budgétaire tout à fait déstabilisante en Grèce, en Espagne, en Italie, en France aussi, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on devrait laisser la Grèce, le gouvernement grec, résoudre ses propres problèmes, Pourquoi seuls les individus devraient être responsables et pas les gouvernements? Si un gouvernement a fait des folies, eh bien, il doit les réparer, quel qu'en soit le coût politique pour lui. Ce n'est pas un problème européen, ce n'est pas un problème de l'euro, c'est un problème du gouvernement grec. Mais on nous dit, au nom de la solidarité européenne, eh bien, il faut aider le gouvernement grec, et vous savez par quelle mesure, je n'ai pas le temps de le détailler, avec le Fonds européen, l'interdit Fonds monétaire, etc. Et on est donc dans une situation, une fois de plus, où on aide les plus mal gérés. Imaginez qu'un banquier fonctionne comme ça, donner des crédits uniquement à aux entreprises qui sont mal gérées, c'est évident que la banque elle-même, elle ferait faillite rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe qu'un gouvernement ne supporte pas l'idée que le marché puisse venir évaluer ses politiques. Et les gouvernements de l'Italie, de la France, etc., ont peur d'être dans la même situation un jour et se disent ça sera bien agréable si les autres pays viennent à notre secours. Mettons en place des mécanismes dits de solidarité. Alors, qu'est-ce qui se passe par conséquent? Eh bien, nous avons la Banque Centrale Européenne qui achète des titres publics grecs, espagnols, italiens, etc. Alors que c'est contraire à son mandat initial. Et il y a donc une création monétaire de ce fait-là. Et vous voyez, nous avons un peu ce même processus de déstabilisation du système que j'ai évoqué à propos du prêteur en dernier ressort,
A priori, il n'y a pas de raison de lier les problèmes budgétaires et les problèmes monétaires, mais parce que les gouvernements décident qu'il faut aider les pays mal gérés, on crée de la monnaie pour cela, et on crée de l'inflation, et au besoin, on repart vers un nouveau cycle monétaire. Donc nous sommes là encore dans une situation où on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je termine en quelques mots à ce sujet. Eh bien, j'ai envie de le dire en une phrase que je vais quand même un tout petit peu expliciter. Il faut revenir à un vrai capitalisme. Le G20 s'est réuni à plusieurs reprises avec l'idée de réformer le capitalisme et même de moraliser le capitalisme. Alors, je trouve ça une prétention inouïe, n'est-ce pas? 20 bons hommes qui ne comprennent rien aux problèmes économiques, qui veulent en 2 jours, qui prétendent en 2 jours réformer le capitalisme et le moraliser. Je trouve ça tout à fait étonnant. Le capitalisme, ce n'est pas quelque chose qui a été décidé dans un bureau, dans un bureau ministériel. C'est quelque chose qui a émergé de l'histoire comme le système le plus efficace et le plus juste. Et le plus efficace parce qu'il est le plus juste, justement. Et on ne peut pas comme ça réformer un système spontané par un oukase qui est décidé. D'autant plus que, bien entendu, je vous l'ai dit, ce n'est pas le capitalisme qui est responsable de ce que nous connaissons, de la crise monétaire et financière, et puis maintenant de la crise de la dette, c'est bien évident. Ils prétendent moraliser le capitalisme, mais le capitalisme est le seul système qui a un fondement moral. Pour quelle raison? Parce que, je le rappelais tout à l'heure, pour ma part, j'aime bien définir le capitalisme comme un système de droit de propriété légitime. C'est un système qui est fondé sur une règle morale fondamentale, et c'est, je crois, la seule règle morale véritablement universelle ou universalisable. Cette règle, c'est celle qui consiste à dire qu'il faut respecter les droits de propriété d'autrui. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous respectez les droits d'autrui. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je suis libéral, c'est que c'est une morale extrêmement profonde et cohérente. Et quand on dit que un libéral, c'est la prime à faire n'importe quoi, c'est exactement le contraire, puisque c'est justement un système où on respecte les droits d'autrui. Donc, j'en connais pas d'autres. Je ne connais pas d'autres systèmes qui soient fondés sur une règle morale aussi exigeante. Donc, moraliser le capitalisme, c'est une absurdité. Alors, il y a des gens comme, bon, peu importe, qui prétendent que le capitalisme est immoral. Il y a d'autres qui disent qu'il est amoral, c'est-à-dire qu'il n'est pas moral. Moi, je crois qu'il a un fondement moral. Et par contre, je dirais que l'État, le plus souvent, il est soit immoral, soit tout au moins amoral. Pourquoi je dis amoral? Parce que lorsqu'il fait, par exemple, une politique monétaire débridée, eh bien, il le décide de manière discrétionnaire. On est habitué à l'idée que, contrairement à ce qui se passe dans la vie courante, dans la sphère privée, on est habitué à l'idée que l'État peut décider de manière discrétionnaire. Il n'y a pas de contrat entre l'État et le citoyen. Du jour au lendemain, il change les impôts, il dévalue sa monnaie, ce qui représente du vol, purement et simplement, etc. Et il n'est pas dans une logique contractuelle. La logique contractuelle, c'est celle qui consiste précisément à respecter les droits d'autrui. On respecte sa parole, on honore ses contrats. L'État, il ne fait pas ainsi. Donc, nous sommes dans une situation où l'État décide de manière discrétionnaire. C'est, je crois, dans ces cas-là, qu'il y a véritablement une moralité. Et la crise nous en donnerait tout plein d'exemples que je n'ai pas le temps d'évoquer. Mais par exemple, le fait que, finalement, on augmente les impôts sur les citoyens alors qu'ils ne sont pas responsables de cette crise, est-ce que vous ne considérez pas ça comme quelque chose d'immoral? Donc, la prétention à réformer ou à moraliser le capitalisme est une prétention absolument ridicule de la part de gens qui n'ont rien compris, mais qui exercent leur pouvoir parce qu'ils ont le droit d'exercer leur pouvoir. Qu'ils soient élus démocratiquement ou pas, secondaire, pas par rapport à ça. Comme disait Fernando de Soto, le Pérou est un pays démocratique, tous les 5 ans on élit un dictateur. Ce qui est important, c'est de respecter les droits de l'homme. Alors, juste pour terminer, je voudrais souligner
comment on peut décliner un retour au capitalisme? Eh bien, de manière très simple, compte tenu de ce que j'ai dit, diminuer de manière drastique la fiscalité, et en particulier la fiscalité qui pèse sur l'épargne, supprimer la progressivité de l'impôt, supprimer tous les impôts sur le capital, passer à un système de retraite par capitalisation, parce que c'est un système où on est responsable, alors que ce n'est pas le cas avec un système de répartition, et puis, bien évidemment, supprimer la politique monétaire, puisque la politique monétaire est à l'origine de la stabilité. Supprimer la politique monétaire, ça veut dire supprimer les banques centrales. Supprimer les banques centrales. Et c'est une idée qui est choquante, qui a été remise en l'honneur par Frédéric Hayek, mais qui ne devrait pas être aussi choquante que cela, parce qu'elle est logique. Nous n'avons pas besoin de banque centrale, puisque nous n'avons pas besoin de création monétaire. Et finalement, dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a pas eu de banque centrale jusqu'à une époque récente. J'ai un graphique du taux d'inflation aux États-Unis. Il est à peu près stable depuis 1800. Il est à peu près stable depuis 1800. Et puis depuis 1920-1930, vous savez que le Federal Reserve System a été créé en 1917, on a une courbe extraordinaire. Pour tous les pays, c'est pareil. Il n'y a jamais eu autant d'instabilité, autant de crise monétaire, autant d'inflation que depuis que les banques centrales existent. Alors, il suffit de le constater. Et là encore, je ne comprends pas qu'on puisse nous dire c'est un des rôles essentiels de l'État que de faire des politiques macroéconomiques stabilisatrices, alors que le seul organisme qui déstabilise l'économie, c'est l'État, ce sont les autorités monétaires. Je vous remercie. Excusez-moi, j'étais un petit peu long, et j'aurais dû m'en excuser au départ. J'ai été en retard parce que c'est la faute du taxi, et pas de moi. J'ai déposé au mauvais endroit. Excusez-moi auprès de ça. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors, M. Saillant, vous avez parlé de création monétaire comme l'une des principales causes de la crise. Et qu'il fallait une totale stabilité de la quantité de monnaie dans le pays. Est-ce que pour atteindre cet objectif, est-ce que vous êtes favorable au rétablissement de l'étalon or? Alors, c'est une solution qui est souvent évoquée, et je crois effectivement qu'on aurait une situation meilleure si on revenait à l'étalon or, mais il faut bien préciser ce qu'on entend par étalon or, parce qu'il y a deux situations totalement différentes. Il y a un étalon or tel qu'il a fonctionné il y a un certain temps, il y a encore, je reviens au XVIIe, XVIIIe, bien siècle, même avant, qui était la situation suivante. Nous avions des banques qui émettaient des billets, et ces billets étaient convertibles en or à un prix, donc, déterminé à l'avance. Et il y avait marqué sur le billet, ceci est échangeable par le porteur contre, disons, 1 gramme d'or. Il y avait donc un engagement contractuel entre le banquier capitaliste et son client. Et si le client revenait et lui disait, voilà, j'ai un billet, il y a marqué 1 franc égale 1 gramme d'or, vous me donnez 1 gramme d'or, et si le banquier disait, oh non, je vous donne seulement un demi-gramme d'or, qu'est-ce qui se passerait? Peut-être qu'il irait en prison, en tout cas il perdrait sa clientèle et il ferait faillite. Parce que, une fois de plus, un contrat, ça sonne d'or. C'était ça l'origine, n'est-ce pas, des billets. Alors là, nous avons un étalon or qui repose sur des engagements contractuels. Et puis, peu à peu dans l'histoire, ces engagements contractuels ont été monopolisés par l'État jusqu'à ce que, finalement, ils disparaissent complètement. Mais c'est assez amusant, la formule IOU, je vous vois, elle subsiste. J'aurais dû penser à vous amener un billet du Zimbabwe. C'est un billet de, je crois que c'est 1000 milliards de dollars du Zimbabwe. Il y a marqué dessus, ceci est échangeable contre 1000 milliards de dollars du Zimbabwe. C'est complètement fou, n'est-ce pas? C'est échangeable contre soi-même, une monnaie qui n'a pas de définition. Donc c'est un faux contrat, c'est l'illusion du contrat. Et donc à notre époque, les étalons or, ce qu'on appelle parfois étalons or,
c'est un système où en fait la garantie de convertibilité est donnée non pas par des banques capitalistes, mais par la Banque centrale. La Banque centrale annonce un prix de sa monnaie en termes d'or, et puis alors les banques commerciales émettent des monnaies sous forme de dépôt par exemple, elles n'ont pas le droit d'émettre des billets. Elles émettent des dépôts qui sont convertibles en monnaie banque centrale et donc indirectement convertibles en or. D'ailleurs, le fait que les banques commerciales n'aient pas le droit d'émettre des billets est quelque chose de tout à fait contestable. Et partout dans le monde, on trouve à peu près la même histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Au début du 19e siècle, il y avait une banque qui n'avait pas très bonne réputation, qui s'appelait la Banque de France, qui était une banque privée. Et Napoléon, qui n'était pas encore empereur, lui a donné le privilège de l'émission des billets, au moins pour une partie de la France, c'est-à-dire qu'on interdisait aux autres banques d'émettre des billets, ce qu'elles faisaient jusqu'alors, avec une promesse de conversion en or. Et la raison pour laquelle Napoléon a fait cela, c'est que lui et sa famille étaient actionnaires de la Banque de France. Ils ont compris que le monopole apportait des profits, mais que le monopole est toujours d'origine publique. C'est ce qu'on oublie de dire, n'est-ce pas, dans les législations sur le monopole. Le monopole est toujours public. Donc, c'est ça qui s'est passé dans la plupart des pays. On interdit aux banques commerciales de créer des billets, et puis peu à peu, on leur a retiré la possibilité de donner des garanties de convertibilité en or. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, parce que les autorités publiques agissent de manière discrétionnaire, on se permet de dévaluer. Dévaluer, c'est exactement ce que je disais à l'instant. On a émis des billets 1 franc égale 1 gramme d'or, et puis quand on revient, on vous dit, oh, c'est un demi-gramme d'or seulement. Ou 1 franc égale 1 dollar, ah, c'est un demi-dollar. La dévaluation est un vol. C'est pourquoi, quand j'entends dire il faudrait que la Grèce sorte de l'euro parce qu'elle pourrait dévaluer sa monnaie, ce qui d'ailleurs est un peu une erreur de raisonnement, parce que si on est en change flexible, il n'y a pas de dévaluation, mais il y a une dépréciation. Mais ça veut dire simplement que le gouvernement grec, là encore, il ferait du vol. C'est comme s'il disait aux citoyens, voilà, vous avez des créances qui sont libellées en euros, et puis on vous les remboursera en drachmes euros qui vaudront moins. C'est ça que ça veut dire. Donc, résoudre un problème budgétaire par un vol, c'est quelque chose qui me paraît contestable, et en plus illusoire, bien évidemment, parce que les gens ne sont pas fous, ils se rendent bien compte que si on dévalue la monnaie, il va y avoir augmentation des prix, donc il faudra augmenter les salaires si on veut que les salaires réels se maintiennent. Donc le problème pour moi, c'est pas tellement le problème du retour à l'état noir ou pas, c'est le problème de savoir quelles institutions, qui donne une garantie, comment a été mise la monnaie, est-ce que la monnaie a été mise par des gens responsables parce que capitalistes ou par des gens irresponsables parce qu'étatiques. La réponse est surtout celle-là. Et c'est pourquoi je suis plutôt favorable à une solution qui consisterait à laisser la liberté monétaire, à permettre à qui que ce soit d'émettre de la monnaie, à qui que ce soit d'utiliser, et puis, une fois de plus, la sélection par la concurrence qui sélectionnerait la meilleure monnaie. Et la meilleure monnaie, c'est une monnaie où on ne créerait pas de monnaie, bien évidemment.